many of you watching, you may not have been born yet, but if you do remember February 3rd, 1959, or if you're a fan of classic rock and roll, it stands out as one of the most tragic in music history. I've suffered just about every day of my life, for 50 years. Three recording legends, Ritchie Valens, Buddy Holly, and J.P. the Big Bopper Richardson, all at the peak of their careers, had their voices silenced when the plane they were traveling in crashed near Clear Lake, Iowa. I said, well, I hope your plane crashes, And man, I had to live with that for years. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une petite histoire autour de la musique, mais c'est pas une histoire toute basique parce que si je vous la présente aujourd'hui c'est que je l'ai vraiment trouvée fascinante. En gros, pour vous pitcher un peu le truc, c'est l'histoire de 3 étoiles montantes dans le domaine du rock à la fin des années 50, et ces mecs là ils étaient jeunes, très jeunes pour certains, comme Ritchie Valens qui avait seulement 17 ans à ce moment là. Alors le nom ne vous dit peut-être pas grand chose parce que vous faites peut-être partie de la génération Z comme moi, mais vous êtes obligé d'avoir entendu au moins une de ces chansons, La Bamba. Et pour vous dire à quel point ces mecs c'était vraiment pas n'importe qui, c'est carrément eux qui ont inspiré les Beatles. Rien que ça. Donc voilà, ils se font connaître hyper rapidement, ils ont des tonnes de meufs à leurs pieds, ils commencent à rentrer beaucoup d'argent. Bref, tout semblait aller pour le mieux. Mais alors qu'ils avaient tout pour réussir, ils vont mourir mystérieusement lors d'un crash d'avion durant une tournée. Alors qu'on pourrait croire à un simple accident, c'est là que de nombreuses théories vont naître autour de leur mort. Effectivement, un fermier trouvera quelques temps plus tard un calibre 22 proche du lieu du crash. Donc est-ce que cela cacherait une vérité beaucoup plus déroutante? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, revenons au point zéro, là où tout a commencé. Je vous présente Buddy Holly. Il est né le 7 septembre 1936 à Lubbock, au Texas. Il a appris à jouer du piano et du violon très tôt et nous livrera sa toute première performance enregistrée en 1949 nommée My Tootsie Mean Woman. Il avait des parents qui étaient tailleurs de métier, donc rien à voir avec la musique, mais ça ne les empêchera pas de repérer le talent qu'avait leur fils. Et pour le coup, il ne faisait pas semblant de trouver sa musique cool, comme nos parents qui faisaient semblant de trouver nos colliers de pâtes magnifiques. Non, là, il s'agit d'un vrai talent. Puis après le lycée, Holly a formé son petit groupe avec ses potes et jouait régulièrement des chansons country pour une station de radio locale. Puis peu à peu, son talent a été reconnu par pas mal de monde, à tel point que Elvis Presley lui-même le repérera pour qu'il chante avec lui. Puis un jour, notre cher Buddy va à la patinoire et miracle, un dépisteur de talent le repère et donc ils vont parler. Donc voilà, quelques minutes passent, ils parlent un peu business et à la fin, notre dépisteur de talent va proposer un contrat à Buddy, ce à quoi il refuse. Non, je déconne, il accepte direct, il voit une occasion à ne pas manquer, donc il n'hésite pas. Le groupe avec lequel il bossait vont donc commencer à enregistrer quelques singles sous le nom de The Crickets. Bon, au début, il s'était appelé Buddy Holly and the Three Tunes, mais c'était pas fou, c'était même chiant à dire. Du coup, ils ont changé et ils ont bien fait. Un an plus tard, ils enregistreront un hit qui fera le tour du monde, That'll Be the Day. Bon, c'est peut-être pas notre style de musique de prédilection, mais à l'époque ça plaît. Et ça plaît tellement qu'entre 1957 et 1958, Buddy et son groupe placeront 7 singles dans le top 40 des charts, alors qu'il sort littéralement de nulle part. Puis à peu près à la même période, on a un certain Ritchie Valens, d'origine mexicaine, c'est aussi un musicien dans le style rock, mais sa particularité c'est qu'il a ajouté un air latino dans ses chansons. Né 5 ans après Buddy Holly, Ritchie concevra sa toute première guitare à 15 ans et sera repéré un peu plus tard par Bob Keane, un producteur qui lui propose un contrat dans son label Del-Fi, qu'il signera évidemment. Et c'est à partir de ce moment-là que sa vie a radicalement changé. Grâce à cette signature, il écrira et chantera le titre Come On Let's Go ainsi que Donna, une chanson destinée à sa petite amie. Et là,
c'est le buzz. Richie se verra propulsé au sommet des charts alors qu'il n'a que 16 ans et ça fait que 1 an qu'il avait signé son contrat. Et le mec sort également littéralement de nulle part. Et à ce moment-là, Richie se présentait sous son vrai nom, à savoir Richard Steven Valenzuela Reyes, qui lui dit direct: ton nom, il est littéralement trop long et trop chiant à dire, donc on va changer tout ça. Ce qui a donné Richie Valens. Et c'est par la suite qu'il sortira La Bamba, connu de tous. Toujours durant la même année, donc en 1958, il passera sur les plus grands plateaux télé du pays, comme American Bandstand, qui était une émission parlant de musique. Et tout ça, je le rappelle, en 1 an. À 15 ans, personne ne le connaissait. À 16 ans, il était connu à l'international. Et enfin, je vous présente le dernier artiste, mais on va la faire courte, Richardson. Alors lui, il était plus connu sous le nom de The Big Bopper et influencera lui aussi énormément la scène rock, notamment avec son morceau Chantilly Lace. Donc vous l'aurez compris, on a affaire ici à des étoiles montantes du rock, et ça les investisseurs l'ont bien flairé. Donc là on a des organisateurs de tournées qui se sont dit: bon les gars, on a affaire à 3 cracks dans le domaine du rock, venez on les met ensemble, même s'ils se connaissent pas, on les met ensemble, et on leur fait faire des concerts. Et c'est exactement ce qu'il se passera, puisqu'en janvier 1959 est organisée la Winter Dance Party. Tous les 3 furent conviés avec leur équipe s'ils en avaient, ainsi qu'un autre artiste dont je n'ai pas spécialement parlé, un certain Dion DiMucci. Les artistes devaient donc réaliser 24 concerts à travers le Midwest en 24 jours. Donc si je suis pas trop mauvais en calcul, ça donne environ 1 concert en moyenne par jour. C'est pas des lol. C'est donc le 23 janvier 1959 à Milwaukee dans le Wisconsin que la tournée débute. Dès le début, tout se passe bien, c'est faux. Il y a plein de problèmes d'organisation, c'est-à-dire qu'ils avaient mal évalué les distances entre chaque lieu, ce qui fait que ce n'était clairement pas optimal. Et comme vous en doutez, le planning devait être méga serré dû à l'intervalle très court de temps entre chaque concert, donc ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et pour ne pas arranger les choses, la petite équipe devait prendre un bus pour voyager entre les différentes salles de concert. Sauf que je le rappelle, on est en hiver. Et en plus de ça, manque de bol, le chauffage qui permettait aux chanteurs et aux musiciens de combattre le froid venait à l'instant de tomber en panne. Petit à petit, la température au sein du bus baissait jusqu'à ce qu'il fasse si froid que les passagers tombent rapidement malades, mais c'est pas le pire. Le batteur de Buddy Holly, Carl Bunch, a tellement froid qu'il a des engelures aux pieds. Bon, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez qu'à regarder sur internet. Du coup, à ce moment-là, ils peuvent pas le laisser dans cet état, donc ils vont l'amener à l'hôpital le plus proche. Par la même occasion, ils vont avoir accès à un nouveau bus, un vieux bus scolaire tout pété, tout pourri, tout rouillé. Mais bon, cette fois, il y a du chauffage, donc ça va un peu mieux. Maintenant, ils sont en route pour Green Bay, ils font leur concert, et comme il manque un batteur, ils ont dû s'organiser à tour de rôle. Et le lendemain, donc le 2 février, les artistes ont joué au Surf Ballroom à Clear Lake dans l'Iowa. Alors petite précision ici, ce lieu n'était absolument pas prévu. Voilà, je pense que les organisateurs se sont dit qu'il y avait probablement pas assez de dates de concert programmées, donc on en rajoute encore une couche. Du coup là, les organisateurs appellent un certain Carol Anderson, qui est le gérant de la salle de concert, et il accepte direct. Le concert se joue, la salle de spectacle était pleine à craquer, très impressionnant pour un lundi soir. Le concert du lendemain devait se dérouler à Moorhead, au Minnesota, à 585 km de distance de Clear Lake. Mais ce jour-là, ils en avaient vraiment marre du bus, et Holly propose la merveilleuse idée de prendre un avion. Tout le monde accepte. En même temps, ils se disent, c'est vrai les gars, on est des superstars, on va quand même pas continuer de prendre le bus toute notre vie. Buddy prend contact avec la Dwyer Flying Service située à Mason City pour commander un avion en direction de l'aéroport Hector à Fargo, qui est l'aéroport le plus proche de Moorhead, donc là où a lieu le prochain concert. Et à l'issue de cet appel, ils auront une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'ils peuvent obtenir un avion. Un Bonanza immatriculé N3794N. Mais la mauvaise, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Effectivement, il n'y en avait que 3 disponibles. Alors à la base, l'avion était prévu pour le groupe de Holly, mais le destin en a décidé autrement puisqu'il y a eu effectivement un changement de passagers. Richie étant le plus jeune, il était lui aussi légitime de monter dans cet avion, et du coup ils se sont dit, et si on faisait un pile ou face? C'est donc le guitariste de Holly, Tommy Holsup, qui le fera, et par chance ou pas, Richie remportera la partie. Et on a Richardson qui disait se sentir mal et a convaincu Jennings, l'autre confrère de Buddy. Donc en bref, ceux qui montent dans l'avion sont Buddy Holly, Richie Valens et The Big Bopper alias Richardson. Et les autres, ils vont se faire foutre.
Juste avant le décollage, Jennings et Holly ont plaisanté, Holly a souhaité que son bus gèle de nouveau, et Jennings lui a souhaité que son avion s'écrase, et c'est exactement ce qu'il se passera. À ce moment-là, on est en hiver et une petite tempête de neige se profile au moment du décollage, mais ils se disent que ça va le faire. Après tout, ils ont un pilote compétent. Le 3 février à minuit 55, l'avion décolle normalement de la piste 17. Dwyer, le propriétaire de la compagnie, voit l'avion décoller jusqu'à ce qu'il en perde la visualisation. Et tout se passe bien pour le moment. Mais à environ 1h du matin, soit seulement quelques minutes après le décollage, le pilote n'entre pas en contact radio comme prévu avec la tour de contrôle, donc Dwyer s'inquiète et tente d'établir la communication, mais rien. Toutes les tentatives échouent. Toute la nuit passera sans qu'aucun signe de vie ne pointe le bout de son nez. Dwyer tente de retracer le circuit, et après quelques minutes, à environ 9h35, il repère avec stupéfaction l'épave à seulement 8 km de l'aéroport, dans un champ de maïs. Tous les passagers ainsi que le pilote ont été tués sur le coup. Le corps du pilote est resté coincé dans le cockpit, celui de Holly et Valence seront retrouvés près de l'épave. Quant au corps de Richardson, celui-ci sera retrouvé projeté par-dessus la clôture, dans le champ de maïs du voisin. Et là on s'en rend pas compte, mais ça doit être hyper choquant de voir quelqu'un mort sous nos yeux, alors que quelques heures auparavant, on l'avait vu en vie. Du coup par la suite il prévient le bureau du shérif, mais ça sera son adjoint qui se rendra sur les lieux. Après expertise, l'avion a heurté le sol à plus de 270 km/h et s'est enfoncé profondément dans le sol. Les passagers du Bonanza n'ont eu littéralement aucune chance de survie. Et le décès des artistes sera associé à des traumatismes crâniens majeurs et celui du pilote à des lésions cérébrales. Alors que la nouvelle se répandait peu à peu dans tout le pays, rendant triste des millions de personnes, la mère de Buddy Holly apprend la nouvelle par la radio chez elle, à Lubbock, au Texas. Le choc a été tellement violent qu'elle s'en serait même évanouie. Quant à sa femme, Maria Elena apprendra sa mort par la télévision après seulement 6 mois de mariage. Elle se retrouve seule et enceinte. Mais malheureusement, pour elle aussi le choc sera très violent, elle en subira carrément une fausse couche. Maria sera même rongée de culpabilité, elle déclarera « D'une certaine manière, je m'en veux. Je n'allais pas très bien quand il est parti. J'étais enceinte de 2 semaines et je voulais que Buddy reste avec moi, mais il avait programmé cette tournée. C'est la seule fois où on n'était pas ensemble, et je m'en veux parce que je sais que si je l'avais accompagné, Buddy n'aurait jamais pris cet avion. » Elle en sera tellement traumatisée qu'elle n'assistera même pas aux funérailles, et selon la légende urbaine, elle ne s'est jamais rendue à sa tombe. Bref, c'est un gros coup que prend toute la famille, les amis, les fans, mais la tournée ne s'arrête pas là. Et oui, les organisateurs pouvaient pas se permettre de perdre autant d'argent, déjà qu'ils ont rajouté des dates, alors arrêtez maintenant, mais il en est hors de question. Du coup, Waylon Jennings, Tommy Allsup et les autres continuaient les concerts. Jennings remplaçait du coup Holly pour le chant, mais la magie n'était clairement pas au rendez-vous. Parallèlement, une enquête à propos de ce soi-disant accident a lieu. Premièrement, ils se sont penchés sur le cas du pilote afin de savoir s'il était vraiment compétent. Ce fameux pilote se nomme Roger Peterson. Il avait 21 ans, donc on peut se dire qu'il était relativement jeune, mais il avait tout de même 4 ans d'expérience. Sauf que tout n'est pas clair dans cette histoire, car il n'aurait pas été apte à piloter cet avion. Je m'explique. En gros, il avait réussi un examen écrit, mais pas l'examen qui lui permettait de voler dans de telles conditions climatiques. Roger n'était autorisé qu'au vol à vue, c'est-à-dire au vol dans de bonnes conditions météorologiques, ce qui de toute évidence n'était pas le cas ici puisqu'il neigeait. Le pilote aurait été également formé sur des modèles d'avions comprenant un horizon artificiel conventionnel où l'on voit le ciel sur la partie supérieure et la terre sur la partie inférieure. Or, l'avion qu'il a piloté ce soir du 2 au 3 février 1959 était équipé d'un indicateur qui indiquait l'inverse. Donc on peut imaginer que par un coup de stress, il a oublié ce détail et boum, crashé. En conclusion de l'enquête, l'accident a 3 potentielles causes. La première, c'est la décision imprudente du pilote à s'être lancé dans un vol qu'il ne maîtrisait pas. La deuxième cause, c'est évidemment l'inexpérience du pilote face à l'utilisation du modèle d'indicateur installé à bord. Et la troisième, c'est une insuffisance de communication du rapport météo fourni au pilote qui ne fait pas la mention de conditions de vol défavorables, car oui, apparemment on lui aurait dit que ce soir tout allait bien, il n'y aurait pas de tempête de neige. Dans tous les cas, leur mort serait liée à un accident, mais quelques jours, quelques semaines après l'accident, ont commencé à émerger de nombreuses rumeurs, comme par exemple le fait qu'on aurait voulu dissimuler la véritable raison de leur mort. Et une des rumeurs qui s'est le plus propagée, c'est celle de l'homicide. Effectivement, un fermier dans un champ d'à côté aurait retrouvé un calibre 22 sorti de nulle part, donc il a rapidement fait le parallèle.
Et si c'est vraiment le cas, on peut se demander si c'est un accident, voire pire, un crime. Mais il faudra attendre la seconde rumeur pour démystifier tout ça. Et cette seconde rumeur, c'est le fait que The Big Bopper aurait survécu quelques temps après l'accident. Effectivement, on a retrouvé son corps bien plus loin que les autres, donc il aurait pu ramper avant de mourir. Et si ça s'avère vrai, ça voudrait dire que celui qui a loué l'avion aurait pu intervenir et peut-être le sauver. Mais malheureusement, aucune réponse ne sera donnée par rapport à ces questions, du moins pas avant une 50aine d'années. Il faudra attendre 50 ans pour avoir le fin mot de l'histoire de ce fameux crash du 3 février 1959. Le 6 mars 2007, le corps de Richardson est exhumé, donc il est sorti de terre pour pouvoir le déplacer à un autre endroit dans le cimetière, un endroit plus adapté. Et c'est son fils, Jay Perry, qui n'a jamais connu son père car il était encore dans le ventre de sa mère au moment de l'événement tragique, qui saisira cette occasion pour demander une nouvelle autopsie et mettre enfin un terme à toutes ces rumeurs. Et étonnamment, le corps est encore en bon état. Bon alors je vais quand même pas aller sentir l'intérieur du cercueil, mais apparemment le corps était encore bien conservé. Du coup par la suite, plusieurs radiographies ont lieu, et ils ont le verdict, The Big Bopper est bien mort sur le coup. Tous ses os ont été brisés et aucune trace de plomb dans son corps, ce qui aurait pu indiquer la présence d'armes à feu au sein de l'avion. Le rapport initial est donc confirmé. Mais c'est pas fini puisqu'en 2015, une autre personne souhaite réouvrir le dossier. Cette personne, c'est L.J. Kuhn, un pilote retraité qui pense que celle qui a été menée en 1959 est incorrecte. Il pense qu'une pièce de l'avion était défaillante et que les quantités de carburant n'étaient pas suffisantes. Mais bon, je vois pas comment en plus de 50 ans on peut se permettre de vérifier ce genre de choses. Donc la proposition de réouverture de l'enquête est donc tout simplement refusée. Si vous voulez mon avis, il s'agit bien d'un accident dû aux conditions météorologiques. Et voilà, toutes ces rumeurs, ces théories qui ont émergé au cours des années ne sont ni plus ni moins qu'un fantasme réalisé par les fans. Mais voilà, ils voyaient vraiment ces chanteurs comme des surhommes. Donc voilà, il fallait forcément trouver une cause plus palpitante, comme un crime par exemple. Cette triste nouvelle a eu évidemment un impact considérable sur le monde de la musique. Peu de temps après, on se rend compte que Ritchie Valens avait laissé quelques enregistrements de côté. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que sortira son premier album, Ritchie Valens, en mars 1959, soit un mois après son décès. Par la suite, il y a eu beaucoup d'hommages, notamment sous forme de chansons. On a par exemple Don McLean, un compositeur qui chantera American Pie, qui fera naître officiellement l'expression « le jour où la musique est morte ». Mais pour moi, le plus bel hommage, ça reste les Beatles. Car oui, selon les légendes, le groupe connu dans le monde entier aurait choisi leur nom en guise d'hommage à Buddy Holly, car à l'époque, il était à la tête d'un groupe nommé The Crickets. Et Beatles, c'est un jeu de mots avec Beetle avec 2 E qui veut dire scarabée. Donc là, on avait un parallèle assez troublant, et comme par hasard, ils avaient choisi leur nom à peu près à la même période. Puis on a d'autres formes d'hommage. Par exemple, depuis 1979, chaque année, un concert a lieu à la Surf Ballroom, qui était la dernière salle de concert dans laquelle ils ont joué, donc c'est un peu symbolique. Puis en 1987, on a un film qui est sorti qui s'intitule La Bamba, qui est en référence à la célèbre chanson de Ritchie et qui retracera toute son histoire, et c'est notamment ça qui a relancé la tendance, ainsi que d'attirer de nouveaux fans qui n'étaient pas encore nés au moment du drame. Alors déjà, j'ai trouvé vraiment l'histoire incroyable. Se dire que Ritchie Valens s'est fait connaître à l'international à 17 ans et en seulement 1 an, surtout qu'à l'époque, les moyens de communication étaient bien moins efficaces qu'aujourd'hui. Finalement, ces artistes ont eu une vie et une carrière hyper courte, mais ils ont eu tellement d'impact dans le monde du rock que je peux pas m'empêcher de me demander qu'est-ce qu'il se serait passé s'ils étaient restés en vie. Mais il y a autre chose aussi qui me fascine et qui fait un peu bader en même temps, c'est de me demander qu'est-ce qu'ils se sont dit ce soir-là du 3 février 1959 pendant qu'ils ont su que c'était fini pour eux. À quoi ils ont pensé, quels étaient peut-être leurs regrets. Bref, je trouve ça trop battant, trop fascinant. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais on a appelé ça le jour où la musique est morte. Et finalement, est-ce que ça serait pas l'inverse? Car depuis ce jour, de nombreux artistes se sont inspirés d'eux. On l'a notamment vu avec les Beatles. Enfin, moi, je vois plus ça comme l'événement qui a développé la musique. N'hésitez pas à me dire votre vision des choses par rapport à ça, je trouve ça hyper intéressant. Quoi qu'il en soit, on peut pas le nier, ces 3 artistes-là ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique, qu'ils reposent en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'espère que le changement un peu de thème vous plaît. Effectivement, c'est la 2e fois que je traite d'un sujet de la musique sur la chaîne, mais par contre, je crois que c'est la première fois que je remonte autant dans le temps pour raconter une histoire. Perso, j'aime trop la vibe des années 60, genre les restaurants typiques américains,
les motifs en forme de damier, la musique. En fait, je ressens comme la sensation d'une nostalgie d'une époque que je n'ai pas vécue. Car oui, je pense que c'est assez évident, j'étais pas né à cette époque. Mais d'ailleurs, dites-moi si je suis le seul à ressentir ce genre de trucs. Mais a priori, je pense pas être le seul, car à mon avis, c'est aussi pour ça que la série Stranger Things, elle marche autant. Car elle met en avant beaucoup de clichés des années 80. Et pourtant, ceux qui regardent cette série sont ceux de la génération Z comme moi. Mais pourtant, on est loin d'avoir vécu cette période. Mais voilà, il y a cette espèce de sensation de nostalgie un peu bizarre. Donc voilà, dites-moi si vous, ça vous le fait aussi. Sinon pour le rock, c'est absolument pas une musique que j'écoute au quotidien, mais comme je me suis pas mal pris pour cette histoire, j'ai dû écouter quelques musiques, et j'avoue qu'il y a quelques titres que j'aime bien. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre la cloche pour me soutenir. N'hésitez pas également à regarder d'autres de mes vidéos. Pour rester dans le thème de la musique, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur la funk, qui est un style de musique qui s'est énormément popularisé grâce à TikTok, mais il faut savoir qu'il y a une très longue histoire derrière cette musique, et c'est hyper intéressant, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et sur ce je vous dis à plus.